est au cœur de nos préoccupations. 3 ans après la pandémie, le début de la pandémie de Covid, nous sommes dans ce fameux monde d'après. Alors qu'en est-il dans les établissements de santé? Comment se réinventent-ils? Comment aussi améliorer la prévention? Comment également améliorer l'accompagnement de nos aînés? Alors qu'on le sait, là, les EHPAD sont à nouveau sous le coup des projecteurs. Voilà les thématiques des 3 échanges que vous propose Sud-Ouest. On va pouvoir entendre sur ces questions primordiales les grands experts de la santé du Pays Basque, des émissions en public depuis ce magnifique espace de l'océan d'Anglette, des débats organisés par le chef de l'agence Sud-Ouest du Pays Basque, Pierre Sabatier. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse présenter les invités de notre première table ronde autour donc de cette question: comment les établissements de santé se réinventent-ils? Oui, vaste question que nous allons aborder avec Frédéric Espenel. Vous êtes le directeur du centre hospitalier de la Côte Basque. Leïla Lazaro, vous vous occupez de la commission médicale de l'établissement, aussi de l'hôpital. Bonjour. Stéphane Fagot, vous êtes directeur de la polyclinique Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz. Monsieur Grégory Dieuzard, vous êtes directeur de Toki-Eder à Cambo. Et le docteur François Chevrier, vous êtes médecin psychiatre et directeur médical de la clinique Caradoc à Bayonne. Bienvenue. Alors on démarre tout de suite. Effectivement avec Monsieur Espenel. Vous êtes arrivé pile il y a 1 an, à peu près, hein, à quelques jours près. Vous arriviez de Reims, c'est ça? On dit toujours que depuis quelques semaines, quelques mois, que l'hôpital est à bout de souffle, que c'est compliqué évidemment à gérer. Comment vous le ressentez à l'hôpital de Bayonne? Est-ce que c'est compliqué en ce moment? Oui, c'est compliqué, c'est moins compliqué qu'ailleurs, je voudrais dire, parce que c'est compliqué parce que l'hôpital de Bayonne, comme tous les autres hôpitaux publics, font face à des difficultés budgétaires très importantes. C'est moins compliqué qu'ailleurs parce que nous avons la capacité de recruter des médecins, nous avons la capacité de recruter des soignants, des paramédicaux, et nous avons la capacité de déployer une politique de santé publique sur l'ensemble du territoire qui est le nôtre, celui de notre groupement hospitalier de territoire. Et nous avons aussi la capacité de travailler de façon très étroite avec les autres acteurs de santé du territoire, que sont les établissements de santé privés, que sont les professionnels installés en ville, et que sont l'ensemble. Nous pouvons bénéficier d'un tissu de professionnels de santé très très riche. Oui, justement, on va en parler de cette coordination. Comment ça se passe au Pays Basque et par rapport aux expériences passées? Est-ce que c'est plus simple, moins simple que ce que vous avez vécu de travailler avec les autres établissements de santé? J'ai envie de dire que cette coopération territoriale, elle semble presque naturelle aujourd'hui, parce qu'on est au cœur d'un territoire dont l'identité est très forte et qu'on a des professionnels de santé qui ont à cœur d'offrir les meilleurs services de soins, les meilleurs soins possibles à cette population en proximité. Alors, différentes collaborations, on va en parler. On commence avec Caradoc, François Chevrier. Vous collaborez avec le CHCB. On va le découvrir récemment encore, vous avez ouvert de nouveaux axes, mais il y a en tout cas une convention que vous avez mise en place, notamment donc sur la santé mentale à travers le centre de réhabilitation psychosociale. Expliquez-nous l'objectif, l'enjeu de ce site et ce qu'il facilite, ce qu'il permet. Alors, d'abord, avant de parler plus précisément de la réhabilitation psychosociale, il faut parler de santé mentale, qui est un enjeu effectivement de santé publique absolument majeur. Il y a un rapport de l'OMS qui est sorti en juin 2022, qui rapporte qu'en 2019, 1 milliard de personnes étaient atteintes d'un trouble psychique. Et on est avant le Covid et ses effets psychologiques qu'on connaît tous. À peu près 1 décès sur 100 est expliqué par le suicide. La santé mentale, c'est la première cause d'invalidité. Et on considère qu'une personne souffrant d'un trouble psychique a une espérance de vie réduite de 10 à 20 ans, liée à des soucis somatiques non pris en charge. Alors on reviendra tout à l'heure en effet un petit peu plus en détail, notamment sur les symptômes qui doivent alerter. Donc la prise en charge en santé mentale, c'est un enjeu de santé publique absolument majeur, et la réhabilitation psychosociale, c'est un des outils
qui permet de prendre en charge de manière innovante ces patients. C'est une philosophie du soin qui vise à prendre en charge le patient dans sa globalité, c'est-à-dire pas seulement à travers ses symptômes, mais aussi l'ensemble de ses capacités, en lui redonnant la capacité d'être acteur de son soin et de choisir ce qu'il veut, quelles sont ses attentes, vers quoi il veut aller, vers quels sont ses objectifs. On essaie de prendre tout cela en compte et ça, de l'accompagner. Excusez-moi, c'est une approche qui est nouvelle en fait, de rendre le patient aussi de le mettre vraiment au parcours. centre et qu'il soit vraiment acteur du soin au centre du parcours. Dans le cadre de la santé mentale, oui, c'est plutôt assez nouveau. Voilà, ça évolue assez rapidement. Les pays anglo-saxons ont eu beaucoup d'avance sur nous sur ces sujets-là. Et on essaie de suivre cette voie et de développer vraiment des soins innovants tels que l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, les soins de thérapie cognitive et comportementale qui sont très spécialisés, par exemple autour des ruminations, du perfectionnisme et autant de choses qui empêchent le patient de fonctionner à son niveau habituel. D'accord. Sur la collaboration, donc, avec le CHCB, comment ça se passe? Comment est-ce que vous organisez, sachant encore une fois que vous continuez cette collaboration, vous l'ouvrez à d'autres domaines? Oui, alors cette collaboration, en fait, elle dure depuis quelques années puisque nous avons des lits de post-urgence qui sont dédiés à la prise en charge des patients pris en charge au centre hospitalier de Bayonne. Et donc, nous priorisons ces lits de manière à pouvoir recevoir les patients de l'hôpital. On avait aussi déjà collaboré de manière très active dans le cadre du Covid puisque les équipes de l'hôpital étaient venues nous rendre de grands services sur l'organisation de notre unité Covid. Et donc, depuis 2-3 ans, nous avons un partenariat tout à fait innovant autour de la réhabilitation psychosociale, qui est un partenariat public-privé assez unique en France. Et on n'a pas d'exemple autre sur le territoire national, puisque nos 2 centres de réhabilitation psychosociale travaillent ensemble pour animer un réseau de réhabilitation psychosociale et proposer des soins complémentaires. C'est-à-dire qu'on propose des choses qui vont être, nous, plutôt sur le trouble bipolaire, l'hôpital plutôt sur la schizophrénie et les troubles du spectre autistique. Et on vise surtout une grande complémentarité dans notre offre de soins. Donc on se parle, on fait des réunions mensuelles, on fait des réunions trimestrielles aussi pour justement bien s'accorder sur qui fait quoi en termes de soins. Et on essaie vraiment d'être dans cette coopération au quotidien et faire en sorte de proposer des choses très complémentaires aux patients et aux familles. Pour le patient, ça change quoi? Ça permet de clarifier vraiment le parcours de soins et qu'on ne fasse pas tous la même chose. Et ça nous permet de mutualiser des compétences et d'optimiser la proposition qu'on fait de manière à proposer des choses plus larges, plus vastes, plutôt que de tous faire la même chose à notre petit niveau. Voilà. Merci. À Saint-Jean-de-Luz, Stéphane Fagot, vous, à la polyclinique, on n'a pas attendu ces derniers mois pour lancer la coopération avec l'hôpital. C'est quelque chose de lancé qui existe depuis plusieurs années. Comment ça fonctionne du côté du sud du territoire? Comment ça fonctionne dans le sud? Et effectivement, on n'a pas attendu. Je vous rappelle qu'en 1998, le service des urgences de la polyclinique à Saint-Jean-de-Luz est né du départ du service des urgences de l'hôpital de Bayonne. C'est-à-dire que déjà à cette époque, il y a une coopération, il y a une collaboration pour se dire quel est le relais que l'on met en place entre le public et le privé pour prendre le relais de l'hôpital avec la polyclinique. Ça commence là. C'est pour éviter notamment que les patients aient à venir à Bayonne pour les urgences et rester à Saint-Jean, autour de Saint-Jean. Une sorte de service avancé des urgences dans le sud du territoire où on a l'accès à tous les spécialistes, soit en local, soit par report vers Bayonne, que ce soit sur les établissements publics du CHCB ou les établissements privés. Mais notre service d'urgence accueille tous les patients 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et 20 ans plus tard, on remet ça, puisque en 2018, naît une idée de travailler autour du besoin de la gériatrie sur le territoire. La population sur notre secteur vieillit. Un habitant sur 2 a plus de 65 ans. Les besoins de santé des personnes âgées sont présents, sont là. Et puis, l'hôpital recentre ses activités de gériatrie avec un site qu'on appelle Tricaldi, où il y a une maison de retraite, où il y a de la médecine, où il y a du soin de suite. Et donc, il y a un accord qui se fait pour que une partie des lits qui se trouvent à Tricaldi se voient rapatriés sur le site de Bayonne et 20 lits sont maintenus sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz. Mais pour libérer cette place à Tricaldi, on les accueille physiquement
à la clinique, avec dans le cadre d'un accord, d'une structure particulière qu'on appelle un groupement de coopération sanitaire, dont le système fonctionne assez simplement. Les patients sont hospitalisés chez nous, la clinique fournit le personnel, les locaux et tout ce qui va bien, et l'hôpital fournit les médecins. Voilà, donc la coopération fonctionne toute l'année, donc les patients sont pris en charge médicalement par les médecins de l'hôpital, d'un point de vue soignant, d'un point de vue hébergement, par les personnels de la clinique de Saint-Jean-de-Luz. À la fin de l'année, on fait les comptes, et puis s'il y a du bénéfice, on se le partage en deux. C'est pas plus compliqué que ça. On a 20 places, 20 lits remplis en permanence. Il paraît, oui, que c'est presque un peu à l'étroit. C'est un peu à l'étroit, et d'ailleurs, on est en train de réfléchir, alors plus que réfléchir, puisque ça devrait s'ouvrir au printemps prochain, à une extension de 10 lits pour pouvoir avoir une unité de gériatrie aiguë, c'est-à-dire une unité de gériatrie où les patients resteraient environ 4 à 5 jours, pas plus. C'est des patients qui habituellement vont arriver aux urgences et vont rester 2, 3, 4, 5 jours aux urgences dans un environnement totalement inadapté, parce que c'est un environnement où il y a du passage, où il y a du bruit, où les gens ne peuvent pas venir. Donc pour le grand âge, c'est un environnement qui est délétère, voire même traumatique. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ces patients vont monter dans un service encadré par des gériatres, avec des équipes formées, dans un environnement de médecine, pour pouvoir les accueillir comme il faut. Voilà, on est en train de travailler ça. Voilà la coopération au Saint-Jean-de-Luz. Et alors, si on est patient, on arrive à l'hôpital, on est redirigé ailleurs, en termes de frais, de remboursement, justement, comment ça se passe? Tout se passe parce qu'on est arrivé à l'hôpital? Oui, en l'espèce, les patients qui arrivent dans les lits dont parle Stéphane sont des patients qui sont généralement passés par les urgences de Saint-Jean-de-Luz, donc qui n'ont pas besoin de se déplacer ailleurs qu'à Saint-Jean. Et c'est précisément la force de ce partenariat que de proposer une solution locale à la population locale. Alors, autre collaboration, celle de Tokieder, le centre médical de soins de suite et de réadaptation à Cambo, spécialisé dans la prise en charge des affections cardiovasculaires et respiratoires. Grégory Desarts, dans quel cas collaborez-vous avec l'hôpital, avec le CHCB? L'histoire avec le CHCB a commencé effectivement aussi il y a plusieurs années avec le centre médical Tokieder. On est réputé effectivement pour faire une rééducation cardiovasculaire et respiratoire. Et les pneumologues du centre de Tokieder se sont rapprochés depuis quelques années maintenant du centre de réanimation, du service de réanimation du CH, et collaborent ensemble et ont mis en place une rééducation plus poussée sur la prise en charge de patients encore trachéaux, encore sous respirateur, de façon à pouvoir les faire sortir plus rapidement du service de réanimation et libérer des places plus rapidement aussi au niveau du CH. Donc on a une unité un peu plus poussée et surveillée au sein de notre centre. Et les pneumologues travaillent de concert avec les réanimateurs pour assurer un suivi optimal de ces personnes-là. Ensuite, ces personnes passent sur notre service de rééducation et puis ensuite retournent à domicile quand tout va bien. Voilà. Cette collaboration, comment elle s'est montée? De quand date-t-elle? C'est une collaboration qui a vu le jour il y a plusieurs années maintenant avec notre médecin-chef, Dr Bernadi, qui est pneumologue, qui travaillait déjà depuis historiquement avec le CH. Et lors de la crise Covid, on a été labellisé USV1, USV2, qui a permis de labelliser un petit peu ce savoir-faire et cette pratique et renforcer encore un peu plus les liens avec le service de réanimation. Alors on parlait de Bayonne, on parlait de Saint-Jean-de-Luz, on parlait de Cambo, des grands bourgs on va dire, des grandes villes. Mais l'offre de soins, elle s'étale aussi jusque dans le Pays Basque intérieur et notamment à Saint-Palais avec le groupement hospitalier de territoire. On sait que cette semaine, il y a eu un IRM qui a été inauguré à l'hôpital de Saint-Palais. Monsieur Espenel, comment vous arrivez à organiser tout ça et comment, quand on est à 20-30 km ou plus de Bayonne, on peut quand même être soigné et bénéficier des mêmes services que quand on est à l'hôpital de Bayonne?
Oui, ça c'est une grande priorité pour nous que d'assurer l'égalité d'accès aux soins partout où on habite dans ce territoire. Et donc c'est vrai que si la Côte Basque semble bien dotée en structures hospitalières et en professionnels de santé, il est important aussi qu'à l'intérieur du Pays Basque, la population puisse avoir des points d'entrée dans le système de santé. Donc c'est dans cet esprit-là que nous travaillons la complémentarité très forte entre Bayonne-Saint-Jean-de-Luz, Saint-Palais et Garassi, donc l'établissement public de santé de Garassi à Ispour Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour l'exemple précis de l'IRM, on est même sur une coopération qui va au-delà de ses frontières, puisque c'est au travers d'un dispositif qu'on appelle un plateau interétablissement mutualisé d'imagerie que l'on partage avec Dax, Mont-de-Marsan et Saint-Palais, qu'on a pu organiser l'ouverture de cette IRM à Saint-Palais, parce qu'il faut des médecins radiologues pour faire tourner les IRM, et que vous savez que c'est une denrée rare un peu partout en France. Et donc là, on a mis en commun ces ressources de radiologues. Et il se trouve aussi qu'à Saint-Palais, ça se double d'une coopération publique-privée, puisqu'un certain nombre de radiologues privés exercent aussi sur cette machine pour permettre tous les jours de la semaine un accès à cette machine. Donc ça rend service aux personnes qui sont hospitalisées à Saint-Palais, qui ont besoin qui ont plus rapidement accès à cette machine. Ça rend service aussi à la population de Saint-Palais et des alentours, qui n'est pas obligée de se déplacer ailleurs dans le territoire pour effectuer cet examen. Et vous arrivez à convaincre les spécialistes de prendre la voiture et faire 30-45 minutes pour aller à Saint-Palais et faire des consultations sur place ? Leïla pourra compléter, mais c'est vrai que c'est un effort qui est fait par les praticiens et que c'est plus confortable de n'exercer qu'en un seul endroit. Mais c'est un effort que consentent. Il y a plus de 60 médecins de Bayonne qui exercent à temps partagé à Saint-Palais ou à Garassi, parce qu'ils ont compris que cette ardente nécessité du maillage territorial. Madame Lazaro, vous voulez compléter justement ? Oui, tout à fait. Je pense que la préoccupation des médecins est celle effectivement d'assurer le même niveau de soins sur l'ensemble de la population du territoire avec le même niveau de sécurité. Donc ça passe par la gradation des soins et c'est comme ça qu'on fonctionne effectivement sur le territoire dans le cadre de notre GHT, mais aussi avec d'autres structures, chacun ayant sa place. Et ça passe aussi par des équipes médicales communes qui ont des temps partagés sur plusieurs établissements en intra dans le GHT, mais qui peuvent aussi être partagés effectivement avec des structures privées, des établissements médico-sociaux. L'idée, c'est qu'on apporte une compétence au plus près de la population et que ce soit le point effectivement d'ancrage pour que la population puisse accéder à la prévention et aux soins. Et après, à nous, effectivement, de mettre le patient dans le bon parcours de soins et qu'il ait le bon niveau de soins au bon endroit. Donc, on utilise finalement tout un plateau technique, tout un tas de services et tout un tas d'établissements pour assurer effectivement cette continuité des soins. Docteur Chevrier, vous aussi, vous participez notamment pour les urgences, c'est-à-dire que parfois pour certaines personnes, vous pouvez aussi vous pouvez accueillir des personnes sur un service des urgences, c'est ça ? Alors nous, en fait, on a 6 lits de post-urgence qui sont dédiés à des patients qui effectivement sont en crise suicidaire. Alors ils peuvent être soit adressés par leur médecin généraliste directement ou leur psychiatre libéral, soit ils sont vus par le service Accor et éventuellement pris en charge au SAS. Le service Accor, vous pouvez le développer. C'est le service des urgences psychiatriques qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils peuvent ensuite être pris en charge au SAS, donc qui est une unité de 8 lits qui se situe à l'hôpital. Et ensuite, ils nous les adressent en post-crise. Généralement, on les prend dans les 24-48 heures qui suivent leur demande. Et effectivement, donc c'est une activité d'urgence, post-urgence spécifique qu'on a pu développer et qui fonctionne très bien sur le territoire. J'imagine qui est bien rempli aussi. Les 6 lits sont remplis en permanence. Alors, les organisations de santé se réinventent de multiples façons. L'été dernier a été créée ici une CPTS. Il s'agit d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Elle regroupe des professionnels libéraux. Cette communauté a pour objectif de mieux organiser le parcours de patients, mais aussi elle lutte contre la désertification médicale. Ça semble pas mal sur le papier, cette CPTS. Néanmoins, Stéphane Fagot, vous regrettez
notamment cette communauté ne s'adresse qu'aux professions libérales, qu'aux personnels de santé qui travaillent dans le libéral. Oui, c'est vrai, je trouve que c'est un des points en fait qui probablement peut poser difficulté dans la fondation des CPTS. On a un système de santé qui, depuis plusieurs années, cherche à organiser des coopérations, des coordinations sur les territoires. Il y a quelques années, on a parlé de groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Là, on entend parler de CPTS qui invitent les professionnels de santé libéraux à créer des fonctionnements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faut structuré en ville. Et pour autant, il faut probablement avancer sur le désenclavement des territoires et le développement des professions. C'est pour ça qu'on est invité à Saint-Jean-de-Luz, à la CPTS. On participe activement à ces projets. Alors, c'est pas simple parce que nativement, on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, mais clairement, on parle d'un parcours du patient. Aujourd'hui, un patient, un établissement de santé, c'est un carrefour qui accueille des patients pris en charge en amont par des professionnels de santé en ville et qui vont être pris en charge en aval par des professionnels de santé en ville. On n'a pas de primauté les uns sur les autres. On a juste le devoir d'être au service des patients au moment où ils sont là. Et donc, il y a une nécessité d'enchaînement les uns avec les autres. Et c'est vrai que cette coordination, elle nécessite d'être probablement plus musclée, plus organisée. On a des systèmes d'information qui ne se parlent pas, c'est-à-dire un dossier d'un patient qui arrive du domicile, quand il arrive à l'hôpital, c'est compliqué. On n'a pas toutes les données. Et puis après, quand il repart ailleurs, on n'a pas non plus toutes les données, comme même en soins de suite ou en psychiatrie, c'est la même chose. Là, ces CPTS ne vont pas faciliter l'échange, la communication ? Il y a un gros travail qui est à faire. Il faut avancer. Enfin, c'est un sujet sur lequel on va participer. Cependant, ça va mettre un peu de temps. Ça va participer à ça, ça va permettre d'avancer. La volonté, elle est là. Après, on bute toujours sur le même sujet. Il ne faut jamais oublier que notre environnement est un environnement de moyens fermés. C'est des enveloppes financières fermées. Donc, si on veut faire plus pour développer des systèmes d'information, des coopérations, il va falloir faire des choix. Donc, il va falloir que certains, se serrent un peu la ceinture pour que les autres puissent la détacher un peu. Ce sont des choix politiques. Et aujourd'hui, il me semble que l'un des choix politiques fondamentaux, c'est de donner du lien entre la ville et l'hôpital, de faire en sorte que quelqu'un qui arrive de chez lui arrive facilement à l'hôpital et puisse repartir facilement chez lui, parce qu'il n'y a aucun intérêt à garder les gens hors de leur domicile dans nos établissements. C'est clairement... Oui, mais encore faut-il avoir un relais près de chez soi, un endroit où on peut consulter facilement, assez rapidement. C'est clairement l'enjeu des 5 à 10 prochaines années, la coordination entre les deux secteurs. Et à Bayonne, pareil, la collaboration avec les médecins de ville, ça continue de se développer. Comment vous l'organisez ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je vois assez bien, effectivement, ces CPTS qui commencent à s'organiser sur le territoire. On a effectivement la nécessité de travailler ce fameux lien ville-hôpital. Alors, on en parle beaucoup. La problématique, c'est de le construire de façon très pragmatique et de pouvoir effectivement avoir des correspondants avec qui on s'interface réellement, c'est-à-dire qui viennent à l'hôpital participer à des réunions de travail, à la commission médicale d'établissement et vers qui on peut aller aussi. On a beaucoup de problématiques très concrètes en fait à travailler, et le fait de se mettre autour d'une table avec une organisation qui se fait avec les libéraux et qui est coordonnée nous aide beaucoup quand même à avancer. Et là, on a pu, avec l'hôpital en tout cas, commencer à avoir des vrais projets. Le souci, effectivement, est d'avoir cette organisation sur l'ensemble du territoire. Et c'est ça un petit peu qui pose problème. Et la problématique du patient qui sort de l'hôpital ou de n'importe quelle structure, c'est qu'il faut qu'il ait aussi un médecin traitant. Et ces structures aident quand même à pouvoir avoir cet accès-là. Il y a encore beaucoup de malades qui n'ont pas de médecin traitant, tout simplement. Donc là, c'est évidemment plus compliqué puisque vous n'avez pas de référent pour organiser tout ça.
Et puis quand vous les avez aussi, c'est pas forcément évident de les sensibiliser, en fait, de communiquer à leur destination. Le problème de communication, c'est la base de tout. Alors effectivement, Monsieur Fagot parlait des outils de communication. On a sur notre système de santé, sur le territoire, même au niveau régional, national, on a un problème d'outils communs qui nous permettent effectivement de communiquer et que ce dossier patient effectivement puisse être partagé avec les éléments qui sont nécessaires à chacun d'entre nous, bien évidemment, mais en tout cas pour pouvoir prendre un patient correctement. C'est un vrai problème de base. Alors, se réinventer, c'est aussi s'ouvrir à d'autres méthodes. Grégory Desarts, chez Tokieder, vous ouvrez la semaine prochaine, c'est ça, une nouvelle unité, une nouvelle structure qui va favoriser notamment le sport. On a ouvert hier soir. Ah bah hier soir, voilà, je suis en retard. Voilà. On a été labellisé effectivement Maison Sport Santé en fin d'année 2022. Ministère de la Jeunesse et des Sports et l'ARS ont donné leur accord pour qu'on ouvre cette activité sur Tokieder. Donc ça constitue à proposer à la population des activités de sport sur prescription médicale, qui va permettre de favoriser la promotion de la santé et le bien-être de la population, puisque le sport et la santé sont liés très fortement. Et alors justement, on peut bénéficier de quoi? Je sais que par exemple les kinés peuvent faire des abdos, mais là vous proposez quel type de sport sur prescription? Alors nos éducateurs sportifs ont travaillé sur différents parcours de sport. Encadré systématiquement. Donc ça passe déjà par un bilan d'entrée. Chaque personne qui vont vouloir adhérer à cette structure vont avoir un bilan personnalisé, puis ensuite vont avoir un parcours qui leur sera dédié en fonction de leur niveau et de leur capacité. On a un lien important aussi à avoir avec les associations sportives du territoire, puisque l'objectif, c'est d'orienter ensuite ces personnes sur des associations sportives et des clubs sportifs qui leur correspondront et qui seront à leur niveau de santé pour pouvoir perdurer et maintenir une activité au-delà de ce que nous, on va leur proposer. Voilà. Des idées d'activités avant qu'on parle de surf? Alors, des idées d'activité, nous on va proposer forcément des parcours de santé en interne et sur nos extérieurs. Donc on va avoir des activités ludiques. On fait du tir à l'arc par exemple, ou on va faire du basket, de la pétanque aussi tout simplement. Rien que ça, pour certaines personnes, ça reste un sport important. Je valide. Et derrière, on va essayer de les orienter sur des associations de marche par exemple. Ou du handball. On est en train de mettre un petit partenariat avec l'association de handball ou le rugby qui pourra aussi proposer des activités adaptées à ces personnes-là. Alors, vous parliez de surf, Laetitia. Bon, pour les soins de suite, c'est quand même un peu juste, j'imagine, mais pour la santé mentale, en termes de thérapie, ça peut être aussi une activité que l'on peut développer, ce que vous faites, vous et d'autres, mais notamment chez vous à Caradoc. Tout à fait. Donc la surf thérapie ou le surf santé, c'est effectivement une activité physique adaptée qui nous semble être un outil de réhabilitation psychosociale tout à fait intéressant et innovant, qu'on a pu mettre en place grâce à l'Association nationale Surf Santé et à son président Jean-Marc Saint-Jour. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la surf thérapie sera probablement sur prescription d'ici peu, puisqu'elle va intégrer le Vidal. On a eu la nouvelle il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est une activité physique adaptée que nous sommes en train d'évaluer à travers un protocole de recherche. Mais on a déjà des retours d'expérience des patients qui souffrent de problématiques psychiques. Et qui nous rapportent... Quel type de troubles? On a proposé à des patients qui souffrent de troubles de l'humeur, de troubles bipolaires, d'addiction, mais aussi à des patients qui souffrent de troubles psychotiques. Okay. C'est presque bon pour tout le monde, quoi. En termes de santé mentale, en tout cas, ce que rapportent les patients, c'est que c'est un moment où ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes, où ils ne ruminent pas. Et puis là où c'est vraiment intéressant, c'est que ces patients ont tendance à être stigmatisés et à s'auto-stigmatiser et à s'isoler et à se retirer de certains territoires, et notamment du littoral sur la côte basque. Et en fait, l'idée est partie du fait que les patients, voyant les photos dans ma salle d'attente, disaient « Qu'est-ce que j'aimerais bien surfer, docteur, ce serait vraiment génial ». Et on s'est dit « Mais pourquoi pas finalement, qu'est-ce qui vous en empêche ?» Et ce qui nous rapportait, c'était que la stigmatisation était trop forte, ils avaient peur que leur maladie se voie.
d'être jugés négativement, etc. Et donc on a mis en place cet atelier, ça leur permet de réinvestir aussi tout un champ du territoire qu'ils avaient complètement délaissé depuis souvent plusieurs années. Il faut quand même avoir quelques notions de surf et de glisse quand même. D'équilibre. Aucune. Ah oui. Génial. Aucune. Soit disant que tu apprends en 2 heures. Ça va grâce- assez vite. grâce Je vais rester à- sur la pétanque. Grâce à nos moniteurs formés Surf Santé, on le fait en toute sécurité. Et on a des patients de tout niveau physique qui peuvent pratiquer. L'idée n'étant pas la performance, mais le plaisir et le fait de se centrer sur ses sensations et sur le moment présent. Et donc, vous avez déjà des premiers retours qui sont très positifs. On a des retours d'expérience qui sont excellents. Merci à tous d'avoir participé à cette première conférence. Dans nos 2 prochaines conférences dédiées, donc toujours à la santé dans le Pays Basque, nous intéresserons à la prévention. Quel message, à qui, pour quels résultats? Et puis, nous regarderons vers nos aînés, nos anciens. Y a-t-il des avancées pour améliorer leur accompagnement? C'est à suivre sur sudouest.fr.